Bonjour à tous. J'espère déjà que vous arrivez à m'entendre. Parfaitement. Nickel. Oui, on Euh, entend. donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde avec un titre assez, alors pas provoque, mais assez intéressant, un machine learning de la promesse à la réalité. On va essayer de faire un petit état des lieux de ce que le machine learning apporte aujourd'hui à l'assurance et notamment à l'actuariat. Alors, je vais quand même déjà commencer par présenter les différents intervenants de cette table ronde. Donc, on va pouvoir discuter avec Geoffrey Ecoto, qui est responsable d'actuariat et provisionnement à la CCR, avec Laurence Barry, qui est co-titulaire de la chaire Paris, Arthur Charpentier, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, et Marcin Deteniewski, j'espère l'avoir bien présent, enfin bien éplé, qui est responsable R&D et responsable Data Group au sein d'AXA. Alors, pourquoi finalement ce titre de table ronde? Si on regarde bien, il y a un peu moins de 10 ans, vers 2015, on a eu les premiers modèles comportementaux qui sont arrivés en assurance, notamment sur l'assurance automobile. On a commencé à parler assez fortement de big data, de règles des 3V, et on avait plein de promesses qui apparaissaient. Ces promesses, c'était que finalement, avec ces énormes volumes de données, avec ces modèles extrêmement performants, avec les langages comme R et Python extrêmement open source, on allait pouvoir faire des choses merveilleuses, lancer des nouveaux produits d'assurance. On allait ringardiser, si je peux m'exprimer ainsi, les approches traditionnelles basées sur du GLM. On allait casser tous les biais qui existaient au niveau de nos tarifs. On avait même certaines personnes qui disaient qu'un jour, on aurait une inversion de la symétrie d'information. L'assureur connaîtrait mieux l'assuré que l'assuré lui-même. Et enfin, on pensait qu'on pourrait déployer des outils, des logiciels très rapidement, qu'en interne, les actuaires pourraient mettre en place des solutions de data vis extrêmement simplement en production qui permettraient d'avoir des logiques vraiment data-driven dans toutes les compagnies. On pourrait mettre en place des pipelines de données automatiques, aller simplifier très fortement la réalisation de nos inventaires, ou qu'on allait pouvoir apaiser nos tarifs et les faire évoluer très facilement pour s'adapter en permanence au risque. Bref, on allait avoir un grand bouleversement de l'assurance et de l'actuariat. Et la question qu'on s'est posée, c'est finalement, un peu moins de 10 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le bouleversement a eu lieu, ou est-ce qu'on est plutôt au milieu du gué? Si on est au milieu du gué, à quel endroit est-ce qu'on se situe? Et comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à cette grande révolution? Alors, la première question que j'aurais envie de poser aux différents membres de la table ronde, et peut-être que Laurence pourra commencer à nous donner son avis sur ce point, c'est finalement, quand on regarde l'offre assurantielle à date, qu'est-ce que le machine learning a apporté? Comment est-ce que nos produits d'assurance ont réellement évolué au cours des 10 dernières années? Oui, pardon, j'étais en mute. Oui, alors en fait, pour le dire très brièvement, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais je pense que pour expliquer pourquoi je dis qu'il ne s'est pas passé grand-chose, je voudrais un peu revenir en arrière et décrire comment on travaillait, si on parle à l'imparfait, pour ce qui se passait avant, et comment on devrait travailler si l'utopie s'était réalisée. Et en fait, comment est-ce qu'on tarifait classiquement? Je vais continuer à parler à l'imparfait, même si ce n'est pas tout à fait exact. On commençait par se poser des questions a priori sur quels sont les facteurs de risque qu'il faudrait modéliser, enfin qu'il faudrait collecter pour pouvoir modéliser le risque. Donc, on avait une réflexion a priori pour savoir comment caractériser le risque et quelles sont les variables à collecter. Ensuite, il fallait collecter l'information via des questionnaires. C'était en soi quelque chose de très fastidieux, que ce soit dans la conception du questionnaire ou dans sa mise en œuvre, et ça impliquait des limitations. Notamment, on était limité dans la quantité de questions qu'on pouvait poser, donc dans la quantité de variables qu'on pouvait saisir. Il fallait du coup choisir ce sur quoi on accepte de rester ignorant. Voilà, il fallait faire des trade-offs de ce type-là. Et puis, on était aussi limité sur le plan temporel parce que pour collecter ces données, on le faisait à la souscription. Éventuellement, on mettait à jour au moment du renouvellement, mais en gros, c'est tout.
C'était par ailleurs fastidieux aussi pour les assurés auxquels on posait toute une série de questions avant de pouvoir produire un tarif. Et puis, on avait, pour traiter ces données, on avait des modèles classiques. Il faut savoir que longtemps, même avant le GLM, tu as mentionné le GLM, mais avant le GLM, on faisait en gros des calculs sur des moyennes, sur des tables plus ou moins sophistiquées qui étaient, on va dire, à 2 entrées, 3 entrées dans le cas vraiment super complexe. Mais en gros, on travaillait sur des moyennes qui étaient calculées sur des grandes classes d'assurés. C'était les modèles de classification classiques qu'on a connus même avant de passer au GLM. Et le GLM, finalement, reproduit ce travail sur des moyennes, même si on a maintenant moyen de travailler avec plus de finesse. Et qu'est-ce qui est censé se passer avec le big data? Alors d'abord, avec le big data, ce qui est censé se passer, c'est qu'on révolutionne le mode de collecte, puisqu'on a maintenant accès à des données qui ne sont pas nécessairement des données qu'on a obtenues via des questionnaires, mais des choses qui sont nativement numériques. Donc on a, a priori, on a des informations qui ne relèvent pas de ce travail de quantification de l'assureur qui se dit quelles sont mes variables, comment je vais les catégoriser, etc. Et puis on a aussi accès à beaucoup plus de choses que par le passé, puisqu'on peut maintenant coupler des données qui proviennent d'univers très différents et pas nécessairement des choses dont on sait ou dont on imagine savoir qu'elles ont un lien avec le risque. Et je me souviens notamment avoir participé, je crois que c'était en 2015 ou 2017, à un séminaire avec des actuaires américains. Alors, les actuaires américains, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont accès aux scores de crédit et aux données qui alimentent les scores de crédit. Et ce que disaient ces actuaires, c'est qu'en fait, ils allaient essayer de faire de la prédiction des accidents en se servant du panier de consommation des gens, puisqu'ils ont accès aux données de consommation. Donc, on peut imaginer des choses extrêmement variées et alimenter le modèle de choses qui ont a priori vraiment rien à voir avec la façon dont on détermine de façon classique le risque. Et puis, on est aussi plus limité dans la quantité des variables. D'abord parce que, elles sont plus manuellement produites. Et deux, et c'est là qu'on en arrive au machine learning, parce que pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de big data. On a donc, grâce au machine learning, on peut traiter beaucoup plus de variables. Alors, on peut se poser la question de savoir si les GLM, c'est du machine learning ou pas. On peut en discuter, mais dans une conception plus restrictive, si on parle de deep learning ou de random forest, ce genre de modèles, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui peuvent, traiter plus de données, mais surtout, en fait, qui sont capables de travailler avec des corrélations qui restent, elles, implicites. Et du coup, l'utopie, c'est quoi? C'est que grâce à ces données devenues pléthoriques et à ces algorithmes, on n'a plus besoin de créer de grandes classes de risques sur lesquelles on calcule des moyennes, mais on peut, grosses guillemets, individualiser le risque. Ce serait en fait l'utopie de la personnalisation dont on a beaucoup parlé en marketing, mais appliquée à l'assurance et appliquée au risque. Et dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend l'exemple des télématiques sur lesquelles on a le plus de profondeur, on a effectivement un signal qui est presque devenu continu, donc on a énormément de données par conducteur ou par assuré, ce qui permettrait effectivement de gérer les données de l'individu et de tarifer en fonction de ce signal. Mais ce n'est pas ça qu'on voit, ce n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique? On se rend compte qu'on commence en fait par créer quelques indicateurs qui visent à réduire la taille du signal. Ça peut être le nombre de fois que le conducteur a dépassé la vitesse limite rapportée au kilométrage, le nombre de freinages violents rapportés au kilométrage. Ce genre d'indicateurs et de variables qui sont finalement des variables un peu classiques. On peut avoir aussi des choses un peu plus sophistiquées, genre un indicateur d'agressivité qui combinerait plusieurs informations. Mais globalement, en fait, on crée des variables de ce type et on s'en sert pour alimenter le GLM. Donc, on n'a pas vraiment basculé dans un modèle complètement différent où on ne saurait pas expliquer les corrélations. Et puis, on n'a pas non plus utilisé ces données massives en utilisant le signal en continu, quoi. Donc, de mon point de vue, en tout cas, la révolution épistémique, elle n'a pas encore eu lieu. On est resté dans le cadre des statistiques classiques. Voilà. Alors, du coup, parce que ta réponse est extrêmement riche, il y a plein de, on pourrait, elle appelle à plein d'autres questions finalement ta réponse. Selon toi, ou peut-être Martine, puisque finalement tu parlais de la télématique et chez AXA, vous avez été des précurseurs sur ce genre de sujet justement il y a un peu moins de 10 ans. Le problème viendrait d'où? Ce n'est pas les bonnes données aujourd'hui qui sont collectées parce que finalement, collecter de la donnée,
Alors, je vais dire c'est simple, ça dépend, parce qu'en plus, la réglementation, quand même, facilite pas forcément non plus la collecte pour les assureurs, comme on aurait pu le croire, mais à la rigueur, collecter une donnée, c'est faisable. Après, l'avoir en mode propre, continu, d'une manière industrielle pour alimenter mes tarifs, c'est autre chose. Il y a toute une industrie IT, enfin, il y a un ensemble de routines à mettre en place qui déjà, alors, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Mais alors, est-ce que le problème, est-ce que ça serait la donnée ou est-ce que ça serait le modèle? Parce que j'ai un peu l'impression, quand on regarde le machine learning, on a déplacé le problème. C'est-à-dire que, comme tu dis, avant, on faisait, et toujours maintenant, on fait des analyses statistiques très poussées pour trouver les structures de dépendance, les formes non linéaires et autres, et ensuite on les met dans des modèles un peu plus simples et parfaitement transparents qui sont les GLM. Et puis on pourrait avoir l'approche machine learning où on dit, ben, d'abord j'ai ma grosse base de données, je mets ça dans mon modèle qui normalement doit pouvoir trouver ces structures de dépendance et donc de causalité plus que de corrélation même et ces formes non linéaires. Mais derrière, une fois que je l'ai, il va falloir que je comprenne. Parce que ben, moi, comme je suis actuaire, je suis assureur, je n'ai pas le droit de mettre en œuvre un tarif sans maîtriser réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là où la partie compliquée commence. Donc, est-ce que c'est les données? Est-ce que c'est la complexité en fait, de ces modèles qui peuvent paraître simples quand on regarde rapidement, puis quand on commence à creuser, qu'on veut vraiment les déployer en mode en production, c'est un peu compliqué? Ou est-ce que c'est finalement les produits d'assurance à date qui ne sont pas encore suffisamment mûrs ou ce n'est pas les bons produits qui permettent de déployer ces solutions-là? Selon toi, Martine, est-ce qu'il y a un de ces trois éléments qui pourrait expliquer ou est-ce que c'est la combinaison de plusieurs phénomènes? Oui, je pense que c'est effectivement la combinaison de plusieurs choses. Alors, même si je suis d'accord avec beaucoup de choses qui dit Laurence, je vais prendre exprès la position et je vais défendre la thèse que, en fait, l'IA et le machine learning, parce que là, en fait, on parle d'IA, mais en fait, c'est quand même très machine learning, c'est vraiment très, très bien et c'est très, très puissant, mais je pense qu'il n'est pas utilisé là où on l'attend, en fait. Donc, c'est ça ma thèse. Et je pense que là, ce que tu dis sur la data, c'est très important. Et justement, ma première intervention, ça va être plutôt data, en fait, en réalité. Mais avant de parler data, théoriquement, et alors quand je dis théoriquement, ça veut dire expérimental prouvé en back-end, en prod, donc ce qui est, bon, voilà, donc ça reste quand même du théorique, hein, même si c'est expérimental, avec un modèle beaucoup plus complexe, capable d'intégrer des corrélations, etc. Donc un gradient boosting bien fait ou un deep bien structuré, on arrive à faire une accuracy ou un Gini, enfin n'importe quelle métrique que vous voulez, bien meilleure. Bon, après, il y a plein d'autres choses au sein. Donc théoriquement, ça devrait être l'outil. Donc c'est vrai que c'est là où je suis d'accord avec Laurent, c'est vrai que, mais il y a plein de raisons à ça, je ne vais pas les aborder, peut-être on les abordera plus tard. Donc, je reviens à la partie un peu l'angle data. Donc, en fait, le truc, je pense que ce que je veux dire, c'est que le machine learning, en fait, il voit le monde que par la data. Donc, si on prend la télématique, parce qu'on parle télématique, je pense qu'un exemple assez sympa, c'est le grand-père qui roule très, très doucement, qui n'accélère pas, et qui, quand il y a un stop ou un feu rouge, ben, il passe tout doucement, tranquillement, il traverse la route. Bah, en fait, on ne voit pas ça en télématique, parce qu'en télématique, c'est du GPS, principalement, on a accès un peu au boîtier, et enfin, on ne voit pas qu'il n'a pas vu le feu, et qu'il est passé au rouge, et qu'il a passé peut-être très doucement, il n'a pas freiné comme intérêt, mais il arrive à passer. Donc, c'est-à-dire qu'on a une vision un peu partielle du monde, et donc, ça, c'est très important à comprendre que c'est le machine learning qui ne va pas répondre à tout, enfin, il va répondre à ce qu'il voit. Donc ça, je pense que c'est ça. Alors, paradoxalement, c'est grâce au machine learning, en fait, qu'on va être capable de voir et percevoir le monde. Voilà, et donc, ça a été un peu mentionné. Alors, c'est marrant parce que ça n'a pas été mentionné explicitement, mais les features, enfin, les trucs, les indicateurs qu'on les a appelés, qu'on va mettre dans les modèles GLM à la fin, bah, en fait, ça peut être construit avec du deep. Donc, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va prendre le signal qui arrive et on va dire, etc. On pourrait même imaginer avoir une webcam qui regarde et qui dit tiens, le feu était rouge et il ne s'est pas arrêté. Bon, on l'a pas, mais vous voyez, ça va permettre de voir le truc. Et alors, ça ne s'applique pas que à la télématique, ça s'applique par exemple au satellite. Image satellite, on peut comprendre ce qui se passe autour de quelque part. Ça peut s'appliquer même, on peut imaginer, écoutez ce qui se passe, on avait développé ça en R&D, qu'est-ce qui se passe dans la cabine, est-ce qu'il y a eu un accident pour faire
comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, un FNOL, un First Notification of Loss, un peu automatique ou de l'assistance assez rapidement. Donc, ou à écouter des pannes des moteurs, par exemple, voilà, dans une chaîne logistique. Donc, ça permet de percevoir le monde et ça, c'est du coup des features. Donc, comme je disais au départ, c'est peut-être pas utilisé au bon moment. C'est-à-dire que, enfin, on ne le voit pas parce que c'est juste avant qu'on fasse l'agrégation des features. Et l'autre chose, et c'était mentionné par Laurence, c'est le côté volume. Et en fait, le volume, en fait, on va l'avoir. Je pense que... Pourquoi? Parce que le monde, on a accès facilement, je pense. Et du coup, c'est facile, c'est tentant de l'avoir. Donc, pour varier les exemples, prenons par exemple Marine IoT. En fait, on suit les bateaux, on sait où ils sont. Et du coup, on sait s'ils sont dans le port, on sait par quel chemin ils passent, est-ce qu'ils passent dans des endroits un peu dangereux, est-ce qu'ils passent par le canal des Suez, ou est-ce qu'ils ne passent pas par le canal des Suez, voilà, etc., etc. Et on peut aller, en fait, même aller, savoir des choses, par exemple, sur l'empreinte carbone, combien ils consomment, et essayer d'intégrer pour faire un peu écho au panel précédent sur, voilà, c'est quoi l'impact climatique de ce qu'on est en train d'assurer, peut-être à l'intégrer dans le tarif. Alors, on ne fait pas ça encore, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des gros volumes, et là, je ne vois pas tellement comment un GLM il va s'en sortir. Donc, il y aura besoin d'avoir des trucs un peu automatiques, peut-être pas très sophistiqués en termes de machine learning, mais il y aura besoin d'avoir des machines intelligentes, entre guillemets intelligentes, capables de gérer ces volumes. Bon, voilà, pour mon premier angle d'attaque, un peu côté data. Alors, j'ai envie de rebondir sur... c'est vrai que Martine, Laurence, vous avez parlé de télématique finalement à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un peu le sujet tarte à la crème. On parle de machine learning et assurance. On va prendre, c'est de l'assurance comportementale. Et comme sur la santé, c'est un peu compliqué, on est sur la voiture. Et on aura envie de se dire, OK, et tout le reste de l'assurance, est-ce qu'un jour le machine learning va intervenir dans la tarification, ou est-ce que ce seront de nouveaux produits comme l'assurance affinitaire, l'assurance cyber, qui auront des besoins de réactivité plus forts, des volumes de données qui sont plus élevés. Est-ce que ce sont ces types de produits qui vont permettre au machine learning d'être plus utilisés? Ça serait ma première question. Et ma deuxième question, ça serait, est-ce que finalement, le machine learning, il ne sera pas utilisé, mais pas forcément pour travailler sur la partie premium, mais plus pour travailler sur la partie sinistre. C'est-à-dire, finalement, on améliorera notre sûreté, mais pas forcément en tarifant mieux, mais en donnant des éléments, des moyens, un peu une sorte de data as a service où on va fournir à notre assuré des solutions pour minimiser son risque. Ce qu'on peut voir justement sur la télématique, où souvent en fait la télématique est plus sur la partie coaching, ou qu'on peut voir aujourd'hui sur certains produits qui permettent de lutter contre le cyberharcèlement, où l'offre d'assurance, elle va certes avoir une couche d'indemnisation, mais elle va aussi avoir une couche un peu de prévention, où grâce à des algorithmes de machine learning, on va essayer de détecter le plus rapidement possible quand ce phénomène de harcèlement se met en place, voire même on essaiera de lutter. Donc mes deux questions, ça serait, est-ce que ce ne sera pas plutôt des nouveaux produits qui amèneront le machine learning, et on commence à en voir arriver certains, ou est-ce que ça ne serait pas une modification un peu du business model où on dira, en fait, quand on assure, on couvre, mais on aide aussi à minimiser le risque. Selon vous, ou là, j'ai envie de dire, la question, elle est globale pour vous quatre. Comment est-ce que, déjà, est-ce que vous pensez que ces idées sont réalistes ou pas, et comment est-ce que vous pensez qu'elles pourraient évoluer dans le temps? Je peux me lancer, en fait. Alors, en termes de nouveaux produits, là, sur la question un peu nouveaux produits, moi, ce que je pense, c'est que, en fait, machine learning, même si j'adore, je vis de ça, je fais ça tout le temps. Et je pense que c'est un outil, en fait. Donc, dire je fais un produit pour un outil, ça me paraît un peu, je ne sais pas, ça ne me paraît pas la bonne question quelque part. Donc peut-être il y a des produits, en fait, je pense que c'est un outil qui, comme je disais, des nouveaux produits dans lesquels il y a beaucoup de volume de data, ça c'est quelque chose où on rajoute de la perception.
Mais bon, je pense que c'est pas le bon sens, en fait, hein, quelque part de la question, c'est pas le machine learning. Voilà. Par contre, et c'est en relation avec ce que je viens de dire, par contre, le premium versus sinistre, je pense que oui, il y a des choses sur le premium, mais sur la partie aide, ce que tu mentionnais, Marc, je pense qu'en fait, c'est que là, on a une opportunité. Donc, on a une opportunité, pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est... Alors là, j'ai fait AI, parce que je pense que là, ce n'est pas que de faire des modèles prédictifs, il s'agit aussi peut-être d'avoir des bots ou des choses un peu d'interaction. Je pense que ça permet de passer à l'échelle une activité d'assistance. Parce que ce qui n'était pas très rentable, c'est mettre une infirmière derrière chaque patient diabétique ou chaque client diabétique. C'est un peu compliqué. Alors, on pourrait imaginer mettre des bots qui vont aider les gens. Donc, après, il faut trouver la réponse marché, la pertinence d'un assureur dans ce domaine, etc. Donc, il y a plein d'autres questions qui ne sont pas purement techniques. Mais en tout cas, il y a clairement une opportunité qui est le passage à l'échelle avec une forme d'intelligence faible, parce qu'il faut le dire, enfin, l'IA, ce n'est pas non plus un truc magique, c'est quand même une intelligence faible, mais qui potentiellement, comme tu disais, des alertes, de prévenir, de faire des choses comme ça pourraient effectivement dériver. Et voilà. Mais bon, on essaye. C'est pas tout à fait... Voilà. Comme je dis, il y a plein d'autres choses qui sont liées au marché, à la perception du client, qui sont à prendre en compte pour vraiment répondre à la question. OK. Si je peux ajouter quelque chose, je suis d'accord avec Marcy, mais sur les nouveaux produits, en fait, si on réfléchit à ce qui peut se passer, c'est la voiture autonome. Et la voiture autonome, ça veut dire qu'on va avoir énormément d'IA dans la voiture autonome, mais ça veut dire aussi que notre problématique sur individualisation du risque et modélisation du conducteur, ça va être complètement dépassé parce qu'on ne sera plus du tout ce type-là d'assurance qu'il va falloir proposer, ça va être la responsabilité du produit. Donc, malgré tout, en fait, ce qui va se passer avec ça, si ça a lieu, c'est que les modes de vie vont changer et ça va amener nécessairement à ajuster l'assurance à ces nouveaux modes de vie, en fait. Très clair. Alors, je regardais en même temps dans le chat les questions. Alors, on vous propose à la fin, on se prendra 15 minutes pour essayer d'en balayer la plus grande partie. Par contre, il y en avait une qui a été posée sur justement la contrainte réglementaire. Est-ce qu'elle limite l'utilisation du ML vu le manque de transparence de certains modèles? Et je trouve que ça fait un petit peu écho à cette partie-là. Selon vous, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même sans partir sur du deep learning, mais un algorithme de random forest ou de XGBoost, aujourd'hui, si on veut s'en servir pour faire un tarif, soit on va être un peu frileux parce qu'on va se dire j'ai appliqué des surmodèles derrière, mais je ne suis pas totalement sûr de bien avoir capté le message, ou est-ce que même la réglementation, lorsque on va venir me demander de justifier la suffisance de mon tarif et sa construction, est-ce que dans vos activités, vous observez en fait réellement des freins qui fait que vous dites on va rester dans l'approche que décrivait Martine, hein, c'est je prends le machine learning en amont, il détecte des signaux, puis ensuite une fois que j'ai détecté ces signaux et que j'ai créé des features, je mets ça dans mon GLM, et in fine dans ma tarification, je veux du GLM parce que je veux être tranquille. Est-ce que vous considérez que finalement c'est la réglementation aujourd'hui qui bloque, ou c'est la complexité des algorithmes de machine learning, ou c'est parce qu'il faut du temps aussi peut-être un petit peu pour que ces modèles soient acceptés? Le GLM, quand il est arrivé, il y avait plein de gens qui utilisaient des modèles linéaires et qui ont mis un petit peu de temps avant d'accepter le GLM parce que on changeait aussi la façon de travailler, donc il faut un temps d'adaptation aussi des pratiques et des habitudes. Ce réglementaire, est-ce qu'il vous impacte, vous, au quotidien? Ça, c'est une vaste question. C'est la question, je ne sais pas pour qui c'est. Je peux, mais du coup, je monopolise un peu la parole. Non, je pense que en fait, ce qui est, et ça c'est plus une observation que vraiment une connaissance profonde de l'aspect réglementaire, mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette question relève de quelque chose qui est très diffus. Parce que si on prend un modèle GLM à 300 variables, ok, ok, ça ne s'appelle pas machine learning parce que ça s'appelle GLM, parce qu'on faisait ça avant que le ML soit connu par les actuaires, en gros, si je simplifie un peu. Bon, ça ne reste pas hyper transparent non plus en termes d'explicabilité, etc. Donc, c'est d'une part, ça c'est un angle. L'autre angle, c'est est-ce que les features que je fais
ça fait partie ou pas du tarif. Alors bon, donc il semblerait que pour la réglementation, non. Donc du coup, c'est bon. Et du coup, ou par exemple, quand je fais du zonier. Quand je fais du zonier, je peux faire des trucs très, très, très sophistiqués. Est-ce que ça fait partie ou pas du tarif ou pas? Donc, et plein d'autres choses. Donc, en fait, c'est une question qui est effectivement une très bonne question, mais qui est compliquée et qui est compliquée en particulier parce qu'il y a des zones grises, en fait. Il y a beaucoup de zones grises dans ça et du coup, c'est difficile à la cerner. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais pas ce qu'en pense Arthur ou Laurence ou Geoffroy sur ça. Moi, je peux peut-être ajouter un truc sur. Alors, moi, je ne travaille pas vraiment avec des données, donc le RGPD ne me dérange pas vraiment, personnellement. Mais, en fait, il y a une question aussi liée à la protection de certaines variables qui, avec le machine learning et le big data, devient un vrai problème parce qu'on peut enlever le paramètre homme-femme, mais s'il y a des collinéarités avec les 300 variables dont parle Marcine, on va les retrouver sans s'en rendre compte dans le modèle, justement parce qu'on n'a pas explicité les corrélations en question. Donc, je pense qu'il y a pas mal de sujets qui font qu'effectivement, la réglementation peut être un frein. On a un peu peur de faire des choses, même sans s'en apercevoir, en fait. Ouais, là, je suis un peu d'accord. C'est vrai que la peur, je pense qu'il y a une partie, c'est auto-régulation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une peur. Bon, après, il y a d'autres raisons aussi. Mettre du DIP en prod, hein, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, il y a des aspects aussi de comment mettre en production. Et c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où on pense qu'il y a plus d'intérêt. Donc, c'est pas forcément vu, la sophistication du modèle n'est pas forcément vue comme étant la priorité ultime pour la partie plus business de l'entreprise. Et donc, on pense que c'est suffisamment sophistiqué comme ça. Et voilà. Donc, donc, il y a d'autres freins. Mais par contre, ce que je voulais dire, parce que je pense que je vais prendre ma casquette machine learning. Et encore une fois, paradoxalement, je pense que le machine learning peut servir, enfin l'IA, si je fais un peu large, peut servir à répondre à cette question, en fait. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que, en fait, on peut utiliser du ML ou des techniques un peu sophistiquées pour des LIA qui expliquent des LIA. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, ça ne va pas expliquer tout le modèle, par exemple, parce que c'est impossible d'expliquer tout le modèle, sinon on aurait un modèle simple qui ait de la même capacité que le précédent. Donc, il va falloir simplifier quelque chose. Donc, soit c'est une simplification du modèle général, soit c'est l'explication de l'action faite par le modèle pour une personne particulière. Parce qu'il faut bien qu'on simplifie quelque chose, sinon ça ne va pas. Donc, ça, par exemple, et nous, on travaille là-dessus. On essaie de faire en R&D, on essaie de faire des choses, donc ce n'est pas des choses qui marchent. Et pareil pour les biais, enfin, ce qui mentionnait, ce que j'appelle les biais, ce n'est pas les biais statistiques, c'est les biais reproduits sur ce qu'on a déjà dans la data. Par exemple, gender, comment on dit gender en français Genre, merci. Donc, par exemple, les histoires des genres. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut utiliser l'IA, par exemple, pour contrôler. Nous, on a des algorithmes qu'on appelle adverses. Donc, il y a un IA qui prédit, enfin un ML qui prédit le risque. Il y a un deuxième IA qui essaie de contrôler le premier en disant attention, oui, mais là, tu es en train de prendre des choses, des corrélations qui existent dans tes datas, et en fait, tu es en train de quelque part d'inclure le gender dedans. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme les jeux, je ne sais pas si vous connaissez, les jeux d'adversaires, qu'on présente un fake et un vrai. Et on lui dit, est-ce que tu arrives à faire la différence? C'est un peu le même principe. Est-ce qu'on essaie de voir, par exemple, est-ce qu'on arrive dans le prix de faire la différence entre les hommes et les femmes? Et si on n'arrive pas, quelque part, ça y est pas, l'information n'y est pas. Bon, il y a plein de techniques, mais c'était pour vous donner un peu l'intuition. Et ça, ensuite, ça relève d'autres questions plus fondamentales. Bon, je peux passer des heures dessus, mais ça relève d'autres questions, des data, etc., qui sont très intéressantes. Je te propose qu'on passe à une deuxième partie de questions. Alors, moi, j'avais envie de vous interroger. Alors, là, surtout Geoffrey et Arthur, parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur le sujet, sur finalement, sur des risques comme les risques climatiques, alors qui intéressent tous les actuaires en ce moment, parce que c'est des risques futurs qui sont compliqués à calibrer et où on nous demande un petit peu d'avoir une vision de l'exposition de nos portefeuilles et potentiellement même une évolution dans le temps de cette évolution-là. Est-ce que le machine learning est un apport pour ce genre de pratique, puisqu'on va être amené potentiellement à travailler sur des données non structurées, volumineuses? Et si c'est un apport, est-ce que vous observez aussi des limites et quelles sont ces limites?
Donc Geoffrey, Arthur, je vous laisse un petit peu peut-être nous éclairer sur ces différents sujets. Ok, alors effectivement, à la Caisse centrale de l'assurance, on travaille beaucoup sur la question climatique. Donc les catastrophes naturelles représentent notre principale activité. Et donc, étant particulièrement exposé, on a développé depuis de nombreuses années des modèles 4. Développés par des hydrologues, des sismologues, des spécialistes de la modélisation. Et puis, on a vu arriver cette nouvelle techno. Cette nouvelle techno, c'est quoi? C'est le machine learning, l'intelligence artificielle. Et on s'est demandé si c'était possible d'enrichir nos modèles avec donc ces nouvelles méthodes autour de l'apprentissage statistique. Donc, effectivement, il y a déjà le fait de pouvoir travailler avec des données non structurées, par exemple des articles de presse qui nous permettent de détecter les zones qui pourraient être impactées par un événement. Donc, il y a le fait de travailler avec des données non structurées. Il y a aussi le fait de mieux prédire la sinistralité à l'aide on a parlé d'algorithmes de machine learning. C'est efficace. Il y a des travaux sur ce sujet avec des publications. Enfin, ça fonctionne, mais on s'interroge en ce moment, puisqu'on parle de changement climatique, de la robustesse de notre modèle lorsqu'on l'utilise pour traiter ces problématiques. Puisque les algorithmes de machine learning vont rencontrer une difficulté lorsqu'on leur demande, puisque basé sur les données qu'on leur a communiquées, qui sont à climat actuel, lorsqu'on leur demande de réaliser une extrapolation. Donc ça, l'extrapolation dans le cadre des modèles de machine learning que nous, on utilise pour anticiper les dommages liés à une catastrophe naturelle, c'est une limite qu'on observe. Et alors, la pointe d'optimisme, c'est qu'il existe des parades, les actuaires sont parés pour y répondre, mais il faut en avoir conscience. Voilà, c'est surtout ça le point. Il y a des algorithmes qui ne sauront pas extrapoler, des algorithmes qui vont extrapoler, mais qui ne le feront pas forcément comme il le faut. Et il convient donc de bien utiliser cette technologie. C'est un exemple ici, les catastrophes naturelles, pour indiquer qu'il faut peut-être une couche supplémentaire à ces modèles pour les utiliser correctement lorsqu'on s'intéresse à des projections. Donc, voilà, après, il y a des solutions, par exemple, la théorie de la crédibilité, puisque, en fait, pour les projections climatiques, il convient probablement d'utiliser donc une autre approche, de crédibiliser avec une autre approche qui serait plutôt basée sur les modèles physiques qui, eux, ont cette capacité d'extrapolation parce qu'ils sont juste construits différemment. Donc voilà, et sachant qu'on utilise ces modèles, on utilise quand même ces modèles les modèles 4 en général, pour tarifer, pour le provisionnement, pour des études de modélisation du compte de résultat, de projection du compte de résultat. Il serait dommage de se passer de ces méthodes qui sont pertinentes à T0. Mais attention, lorsqu'il s'agit d'extrapoler. Et si je peux me permettre, je vais reprendre un tout petit peu de temps supplémentaire pour rebondir sur, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi là-dessus, sur l'aspect S du S sur P. Donc, les modèles 4 qu'on développe, alors on est loin de faire du tout machine learning. Tu as évoqué, Marc, le fait que c'est des choses qui peuvent prendre du temps, donc il y a encore des travaux en cours. Mais ce que je veux dire là, c'est que ces modèles 4 qui peuvent avoir bénéficié du machine learning peuvent servir sont utilisés dans le cadre de la prévention. Ce qui va jouer justement sur le S. Alors nous, à CCR, on est réassureur. Donc, du coup, on parle plutôt de prévention, enfin, on peut parler de prévention en provenance des assurés, enfin des assureurs, pardon, en plus de la prévention en provenance des actions de prévention en direction des assurés. Et nous, à CCR, on a aussi un rôle d'accompagnement
du ministère de l'écologie sur les questions liées à la prévention pour lesquelles on met à disposition des anticipations des pertes moyennes annuelles qui permettent de mieux apprécier une sinistralité modélisée pour avoir des actions de prévention qui vont peut-être pas dépendre que de l'historique, de là où il y a eu une inondation il y a 10 ans, par exemple, mais de là où il pourrait y avoir une inondation dans le futur et une inondation d'ampleur, par exemple, si on prend l'exemple des inondations. Donc, le machine learning va aussi être sollicité pour des questions autour de la prévention. Et nous, alors si on parle de changement de business model, peut-être que on n'en est pas encore là, mais on a mis en place, par exemple, à CCR, une commission qui dépend de l'effort de prévention de l'assureur. Voilà. Merci, très très clair. Moi je veux juste, parce que je vais défendre ma thèse, c'est que l'ML, machine learning, c'est top, mais pas forcément là où il faut. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de data, ce qui est un peu le cas là dans cette histoire de changement climatique, ou il y a quelque chose qui est, par exemple, le concept drift, ce qu'on appelle en machine learning concept drift, ça veut dire que, en fait, ce que vous êtes en train de prévoir, il y a en fait un modèle sous-jacent, par exemple exponentiel sur le changement climatique, ben, c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est garanti. Exactement. Donc, ça va pas le faire. Donc, il ne faut pas faire de machine learning. C'est clair. Donc, c'est là où on est vraiment d'accord. Oui, on est d'accord, mais on peut justement, on a par exemple, Horizon 2050, un modèle qui va être capable, lui, dans lequel on va avoir plus confiance. On a à T0 un modèle qui fonctionne bien, mais qui ne va pas fonctionner, par exemple, en 2050. Et entre les deux, il y a un continuum. Et la théorie de la crédibilité, par exemple, nous permet de faire le pont entre les deux. Mais je suis d'accord qu'à Horizon 2050, c'est bien mon propos, alors, il convient soit d'adapter ce modèle, soit de ne pas l'utiliser. Très clair. Du coup, Laurence qui veut dire quelque chose. Ah pardon, vas-y Laurence. Je voudrais rajouter quelque chose, parce que je trouve que je prédis des choses vachement importantes qui ne sont pas directement liées au machine learning, ce que je veux dire, mais c'est lié au fait qu'en fait, on a en France un régime CatNat qui fonctionne très bien et que beaucoup de pays nous envient parce qu'il est très solidaire et que pratiquement la totalité de la population française est assurée, et que c'est un des problèmes potentiels de cette individualisation et de cette personnalisation dont on parle, qu'on risquerait de désolidariser, et que quand on connaît très bien le risque, on risque de se trouver dans une situation qu'on avait dans les années 80 en auto, où les gens disaient « mais moi, je suis un bon risque, je ne veux pas payer pour les mauvais risques ». Et ça, ce serait très dangereux pour le régime CatNat qu'on a la chance d'avoir. Oui. Et c'est là où ce que dit Geoffrey est super important, c'est-à-dire qu'au lieu de s'en servir, essayer de s'en servir en prévention, en essayant de gérer les sinistres de façon globale, je pense que c'est extrêmement important et enrichissant d'un point de vue du machine learning, en fait. Après, sur la partie climatique, je pense qu'il y a beaucoup d'assureurs en ce moment qui se posent justement leur question, leur véritable exposition, qui vont mettre en application justement toutes les méthodes dont parlait Geoffrey pour se dire T égale à 0, où est-ce que je suis situé. Et j'en profite, j'avais une question de Franck qui, je pense, c'est un petit peu le pendant avec tout ça. Et Arthur, je voulais te poser cette question. En gros, la question de Franck, c'est la nature fortement imprédictible de nombreux sinistres. Ne joue-t-elle pas un rôle important à la difficulté à utiliser des modèles complexes de manière beaucoup plus performante que des outils plus simples? Finalement, ces rôles, si je comprends bien la question, ces voitures de course que serait le machine learning, lorsqu'ils vont arriver sur des risques extrêmement pointus ou extrêmement longs, est-ce qu'ils vont pas finalement devenir tellement instables qu'on va vouloir repartir sur des approches un peu plus robustes à dire de scénarios, à dire d'experts, ou essayer de mixer un peu les deux mondes comme propose Geoffrey. Ouais, en fait, je ne vais pas répondre à ta question parce que je n'avais pas eu de commentaire à faire sur les autres, mais non, c'est marrant parce que la question, le point qu'évoquait Geoffrey, c'était l'histoire du changement climatique. Et effectivement, ouais. Martin l'a très bien dit. En machine learning, tu vas prendre tes données et tu essayes d'avoir un modèle qui colle avec tes données. C'est le principe même de l'accuracy qui est tu veux coller à ce que tu as. Et en fait, et c'est marrant parce que le machine learning, on essaye de se caler sur ce qui va être. Donc, on essaye dans le besoin d'avoir ce côté évolutif. Mais c'est la même question qu'on va se poser quand on traite des biais et des discriminations. C'est qu'on ne veut pas être bon par rapport à ce qui est, mais par rapport à ce qu'on voudrait être. C'est-à-dire, on ne veut pas répliquer des biais qu'on aurait observés dans nos données, mais plutôt on voudrait coller à quelque chose de bon dans une espèce de monde idéal.
Et donc, il y a cette espèce de biais planqué qui est intéressant et que je trouve ça. Je n'avais pas vu le lien qu'on pouvait faire éventuellement avec le changement climatique, mais c'est, je pense, un problème assez profond. Après, il y avait plein d'autres choses qui avaient été évoquées dans le chat qui étaient passionnantes, en particulier sur par exemple, il y en a qui évoquaient pourquoi on parle toujours que de tarification et pas de gestion des sinistres. Mais en fait, la difficulté, c'est que tout est lié. Imagine, tu utilises de l'IA pour dire maintenant, les sinistres dégâts on va gérer ça avec des images. Donc, tu entraînes un algo qui va prendre des images, qui va te donner un montant. Sauf que l'algo, il ne marche pas. Mais tu ne le sais pas, forcément. En tout cas, il va prendre du temps. Donc, tu vas tout d'un coup utiliser ça comme des montants que tu vas utiliser dans ta base d'apprentissage. Tu vas faire de la tarification qui sera peut-être aussi un peu impactée par le fait que peut-être ta fraude aussi, tu avais fait un algo de machine learning, mais ça se trouve, il ne marchait pas très bien parce que là aussi, tu as reproduit des biais qui existaient. Tu vas mettre ça dans ton modèle d'apprentissage et encore une fois, tu veux caler tes montants que tu as observés dans le passé pour essayer de… Et donc, en fait, tu te mets à reproduire comme ça de manière… Et la question qui était posée sur la réglementation et sur l'interprétabilité, elle est complexe parce qu'à quel moment, où est-ce que tu trouves qu'il y a un problème ? Est-ce que c'est dans le modèle que tu viens de construire sur tes bases que tu avais collectées les années passées, mais dans lesquelles il y avait déjà peut-être des choses étranges ? Voilà, si jamais tout d'un coup on s'aperçoit qu'en un accident auto, on indemnise beaucoup moins bien les femmes, comment est-ce que tu veux que ça soit corrigé proprement après ? Ça pose vraiment des questions très profondes et compliquées parce que c'est très compliqué de ça, surtout quand, et c'est exactement le point qui avait été évoqué, c'est qu'en gros, on ne fait jamais vraiment du deep dans tous les sens. C'est plutôt, on a des gros volumes de données, genre tu vas faire du NLP pour analyser du texte et en extraire certains features. Mais si jamais tu n'as pas appris sur un bon corpus de texte, tu auras des biais. Donc, tous tes scores que tu vas créer ne sont peut-être pas si terribles que ça, que tu vas intégrer derrière. À quel moment tu te dis, c'est très exactement ici que j'ai un problème ? Et les acteurs sont très forts pour se raconter des histoires. Moi, je me souviens, là, typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'ai une question d'une journaliste de l'Argus qui me disait pourquoi les personnes âgées payent plus cher en assurance auto. On essayait d'inventer des histoires, puis au bout d'un moment, on a commencé à avoir des données, puis on s'est rendu compte qu'en fait, non, en fait, ils payent moins cher. Mais c'est juste que ce qu'on regardait, c'était la facture totale qu'ils payaient. Mais en fait, si jamais tu regardes juste la facture en RC, oui, ça baisse. Mais c'est juste que quand tu es plus âgé, tu prends plus de garanties. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, de facto, la facture des personnes âgées augmente, mais ce n'est pas parce qu'ils ont plus de risques, c'est juste parce qu'ils se couvrent plus. Et c'est assez compliqué de voir à quel endroit, et encore une fois, on était capable de légitimer le fait que ça baisse, mais aussi de légitimer le fait que ça hausse. Les actuaires sont super forts pour faire du café du commerce et raconter des histoires pour expliquer un modèle. Mais il y a un moment, faut… Après, j'aime pas dire qu'il faut faire parler les données, parce que je ne pense pas que les données veulent parler. On peut leur faire raconter n'importe quoi. C'est tout ce qui est paradoxe de Simpson et ce genre de choses, où tu peux raconter un truc et le contraire et être persuadé que les deux sont justes. C'est vraiment, vraiment des sujets compliqués et dans lesquels on peut dire vraiment n'importe quoi. Quelle est ta vision justement sur l'apport, alors pas forcément tant du machine learning, mais plutôt du big data, sur la gestion du biais? Finalement, lorsque j'ai peu de données, je vais être un petit peu obligé d'apporter une sorte de jugement, alors pas forcément jugement de valeur, mais je vais ne serait-ce que créer des catégories à dire de moi-même. Et là, je crée un biais et on ne sait pas d'où il vient, versus un modèle dans lequel je dis j'ai une énorme base de données et puis c'est le modèle qui va créer lui-même soit les relations de corrélation, les relations de causalité. Est-ce qu'on simplifie ou est-ce qu'on complexifie le problème aujourd'hui? Forcément, c'est ce qui a toujours été dit sur l'arrivée du big data, c'était que et du machine learning, c'est des mécanismes fondamentalement basés sur des recherches de corrélation. Après, encore une fois, ça fait partie, si tu relis Gary Becker, quand il fait l'économie des discriminations, il te dit le principe des discriminations, c'est d'analyser des signaux. Et les signaux en économie, c'est juste des corrélations. C'est jamais établi comme étant des liens causaux. Et il dit, on s'en fout, en fait. Si jamais tu es économiquement rationnel, tu n'as pas besoin d'établir une causalité pour intégrer un signal et évoluer. Moi, je pense qu'il y a besoin de ces corrélations, essentiellement pour toute la discussion qui vient d'avoir lieu. La prévention, elle est vraiment basée sur l'idée d'une causalité. C'est que si jamais tu fais bouger une corrélation, ça ne va pas changer grand-chose. Tu as vraiment besoin de comprendre qu'il y a un mécanisme causal pour faire vraiment proprement de la prévention. Donc, dans un premier temps, je te dirais, le big data complexifie largement les choses. Et je ne parle même pas du fait que les grandes différences entre les données d'expérience et les données d'observation. Les données d'observation sont remplies de biais, compliqués à modéliser, surtout quand tu commences à avoir de l'enrichissement de données avec plein de sources différentes. Si jamais tu récupères des données d'hôpitaux, puis à côté des données de pharmaciens, puis tu as des biais dans tous les sens et c'est compliqué d'analyser tout ça. Donc, après, c'est bien, ça nous donne du boulot, mais ça reste compliqué. Et après, pour répondre à la question de Franck, parce qu'on a commencé avec la question de Franck, le principe de base de l'assurance, c'est quand même qu'il reste une incertitude fondamentale que ni le big data, ni le machine learning, à mon avis, ne peuvent solutionner, en tout cas à moyen terme. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait… Et encore, il y a même le mot responsabilité qui a été évoqué à un moment. Moi, je ne sais pas trop comment tu fais pour prévoir un sinistre non responsable, par exemple.
C'est pas de ta faute. Je veux dire, voilà. Oui, tu peux repérer qu'effectivement une personne roule à un endroit où généralement il y a plus d'accidents. C'est pas vraiment de sa faute, il n'est pas responsable. Mais oui, tu peux deviner qu'il y aura un petit quelque chose. Mais tu vois bien qu'il reste une part profonde et heureusement encore d'incertitude. Mais ça revient au débat. Mais là encore, on réinvente rien. Je veux dire, les débats sur les tests génétiques. Ben, je me souviens des papiers il y a 20 ans qui disaient quand on aura des tests génétiques, ce sera la fin de l'assurance. Ben, on a des tests génétiques, ce n'est pas la fin de l'assurance. On voit bien qu'il manque des facteurs qui sont les facteurs environnementaux. Il manque toujours quelque chose, en fait. Et une fois qu'on les aura, il manquera autre chose. Donc, moi aussi, je suis assez optimiste. Mais il faut être vigilant. Sur la question de Franck, il y avait aussi la partie un peu, comment dire, l'explicabilité ou la simplicité du modèle. Et en fait, il y a d'un côté, effectivement, si le problème est compliqué, nous, humains, on aime bien d'avoir des trucs simples parce que ça nous permet d'intégrer des choses. Et ça, c'est un peu en relation avec ta question, Marc, aussi, sur Big Data. C'est-à-dire que c'est un modèle, et c'est ce que je pense. Moi, je suis très pour l'explication parce que j'aime bien comprendre ce qui se passe, etc. Mais comme un exercice intellectuel, je voulais attirer l'attention. Si vous avez une décision par un IA, et je vous dis qu'il est à 99,9 accurate, et l'humain, il est à 60% sur la même décision. Par contre, l'humain, il va vous raconter des salades. Enfin, qu'est-ce que tu avais dit, Arthur? Je ne sais plus. des trucs avec ouais, vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai fait un diplôme à Harvard, donc vous inquiétez pas. Et l'autre, j'ai des trucs qui me disent 99,9, mais par contre, c'est une black box. Bah, est-ce que je ne prendrais pas la black box? Donc voilà. Donc je voulais simplement attirer un peu l'attention, c'est que c'est vrai qu'on aime bien parce qu'on est humain d'avoir des explications et j'essaie de faire. Enfin, je travaille beaucoup là-dessus, mais n'empêche. Il y a cette question-là. Enfin, voilà, c'est qu'il y a le relatif de ce qu'on a. Justement sur les problématiques justement par exemple de chirurgie assistée, où effectivement, et là-dessus, je crois qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits. Effectivement, les gens préfèrent un robot auquel tu ne comprends rien, mais auquel tu fais confiance, à un être humain. Et en fait, c'est la même chose. Moi, je prends l'avion demain, je n'ai pas la moindre idée, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un avion vole. Je sais qu'il s'est rempli de machins qui font de la conduite automatique, mais j'ai confiance. En fait, je pense que le mot-clé, c'est la confiance, plus que l'interprétabilité. C'est que tu auras beau m'expliquer 15 fois pourquoi un avion, ça vole. Moi, je paniquerai tout le temps. Hein. Mais voilà, j'ai quand même confiance. Parce que je sais que pour les autres, ça marche et que j'ai réussi à venir en France, donc j'ai réussi à repartir. Mais il y a de la confiance. Quoi. Alors, avant de prendre… Ouais, je voudrais rajouter un truc à propos de tout ça. Alors, il y a quand même un problème avec ces notions de biais, c'est que ce n'est pas seulement un problème de savoir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, c'est qu'on devient attaquable par ceux qui considèrent qu'on est en train de faire de la discrimination. Donc, il y a ça aussi dans cette notion de biais. Et ce dont on se rend compte quand on travaille uniquement avec des corrélations et qu'on n'a pas la causalité, c'est qu'on devient… on va être amené à faire face à la question, oui, mais en fait, c'est juste une corrélation, c'est une discrimination. On avait ça déjà dans les années 80 avec le paramètre homme-femme, où des gens disaient, en fait, c'est une discrimination qui n'est pas… Il y a peut-être une corrélation, mais c'est une discrimination parce qu'il y a une variable causale en amont qui est le temps de conduite des hommes et des femmes qui est différent, et c'est ça dont il faudrait se servir et pas du paramètre homme-femme. Et donc après, on se dit, OK, donc du coup, il va falloir travailler avec des causalités réelles, mais c'est très compliqué pour des statisticiens et des actuaires d'aller chercher de véritables causalités. Et avec le machine learning, on se heurte encore plus à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout capable aujourd'hui de mettre en avant des causalités. Donc, il y a quand même un problème de savoir comment faire face à cette accusation de discrimination qui risque toujours de se faire jour si on n'est pas capable d'expliquer ce dont on sert. Alors, du coup, Laurence, moi, j'aurais une question un petit peu pour poursuivre cette idée. Justement, supposons que je suis un bon conducteur, que j'ai une application sur un smartphone qui me permet de capter un petit peu mes bips GPS, mon accélération, mon freinage, etc., etc. Pourquoi je payerais plus cher? J'aurais envie de dire, moi, j'ai envie de payer mon assurance moins cher et aujourd'hui, grâce aux approches par machine learning, je peux payer moins cher. Mais en faisant ça, il y a un risque que, du coup, la surprime que je payais aujourd'hui, il va bien falloir que quelqu'un la prenne. Et ça va être un mauvais conducteur et on va avoir une sorte de… on va très fortement déséquilibrer la distribution des prix avec des très bons risques qui vont payer vraiment très, très peu cher. Et puis des risques, on va avoir un ventre mou au milieu, mais qui va être peut-être de moins en moins important. Et puis des risques forts avec cette notion de risque un jour peut-être seront plus assurés finalement. On va les exclure de l'assurance et en les excluant de l'assurance, d'une certaine façon, on va un peu les exclure de la société. Donc finalement,
est-ce que tu vois un risque derrière l'utilisation de ces méthodes de ciblage qui peuvent être un peu plus poussées, avec l'assurance qui perdra un petit peu son rôle, parce que ça a quand même un rôle aussi quand même dans la société, la mutualisation des risques, à la base, c'était ça, et on a un peu une fonction aussi au sein de la société civile. Est-ce que tu pourrais nous éclairer, nous donner ton avis sur ce point? Je pense que d'un point de vue utopique, c'est ça le risque. Hein, si on pousse la logique jusqu'à son terme, on serait capable d'identifier les individus qui vont avoir des accidents et eux devraient payer le prix de leur sinistre et puis tous les autres, ils ne devraient rien payer du tout. Mais effectivement, il n'y a plus du tout d'assurance. En pratique, je ne suis pas sûre que ce soit les assureurs qui poussent à ça parce que ça tue l'assurance, quoi. Donc, ce n'est pas leur métier et les assureurs, en fait, ils continuent à travailler sur des moyennes. Je pense que le vrai risque, c'est dans l'imaginaire que ça véhicule et dans cette idée que ça vient du bas, en fait. Les gens qui disent aux États-Unis, quand on a commencé à dire les bons risques ne doivent pas payer pour les mauvais, c'était les consommateurs qui poussaient à ça. Et quand on a cette utopie de savoir, de connaître exactement les gens, les personnes, etc., ça vient du bas, cette volonté d'ajustement qui est très problématique et très risquée. Oui, elle existe, mais c'est un problème sociétal, en fait. C'est un problème de conception de ce qu'est la solidarité. Okay. C'est plutôt comme ça que je le verrais, quoi. Moi, je pense qu'en fait, un peu comme disait Arthur, en fait, c'est difficile à répondre à cette question parce qu'il y a quand même la partie aléa. Et donc on ne sait pas tout à fait, enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et c'est pour ça qu'on se perd dans cette question. C'est que ça va dépendre un peu de à quel point on peut réduire, enfin, à quel point il y a du vrai aléa et à quelle mesure je suis vraiment capable de différencier sur des trucs un peu prédictifs. Et ça va dépendre de ça. Et ensuite, donc ça va dépendre de ça. Donc peut-être, il se trouve que finalement, il n'y a pas tant de différence. C'est la première hypothèse. Après, la deuxième, et ça, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Laurence, à la fin, c'est que, en fait, après, il y a une question sociétale. Et donc, c'est pas parce que, par exemple, on pourrait imaginer que, enfin, et d'ailleurs, ça se fait sur quelques produits et dans quelques pays, que, en fait, ceux qui sont désolidarisés, en fait, ils sont rattrapés par un système de solidarité nationale, par exemple. Une deuxième couche. Donc, en fait, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on se perd. En fait, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Laurence, parce que c'est un peu imaginaire tout ça, et il faut voir vraiment dans l'implémentation où est-ce qu'on va atterrir, en fait. Mais c'est marrant parce que je suis entièrement d'accord. Je crois qu'en fait, il y a un vrai sujet, et c'est un peu ce que disait Arthur tout à l'heure, c'est qu'on essaye de modéliser des comportements humains. On n'arrivera jamais à tout saisir. Donc, d'un point de vue concret de nous qui travaillons avec les données, il y a toujours cet aléa, il y a le fait qu'on ne saura jamais avoir un modèle qui soit parfait comme ça. Mais il y a malgré tout cet imaginaire du risque exact attaché à l'individu qui serait son vrai risque. Et ça, c'est super dangereux, même si nous, on sait que ça n'existe pas. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que dit Florence dans le chat. Et ce qui m'a fait marrer, c'est en fait, c'est la première phrase qu'a dit Marc quand il a parlé de son exemple. Il a dit « Supposons que je suis un bon conducteur ». En fait, c'est le principe de base de tout le monde, qui est « Je suis persuadé que c'est un bon risque ». Et ça, en assurance auto, c'est vrai. C'est qu'effectivement, moi, je suis un bon conducteur. Si jamais j'ai un accident, c'est forcément de la faute des autres. Les autres ne seraient pas sur la route, je n'aurais pas d'accident. Okay. Donc, mais il y a un biais de perception énorme, que tout le monde est persuadé d'être un bon risque. Et c'est une vraie question parce que nous, c'était un truc qu'on avait essayé de voir sur les pricing games. Quand on avait organisé ça, effectivement, on avait plein de modèles différents. Et moi, ce qui m'a fait complètement halluciner, je n'en ai jamais pris conscience, c'est à quel point, quand tu crées plein de modèles, tous les modèles n'ordonnent pas les gens de la même manière. La notion de bon risque, elle n'existe pas. Et encore, je suis que sur des modèles entraînés sur des bases identiques. À partir du moment où tu entraînes des modèles différents sur des bases différentes, la notion de bon risque, elle n'existe pas. Et c'est ça qui est cool avec l'assurance. C'est pour ça que je suis l'assurance et pas de la finance de marché. En finance de marché, tu as un prix unique. En assurance, il n'y a pas de prix unique, il n'y a pas de bon risque. Chacun est perçu par un modèle, par une mutualité. Et c'est fascinant, en fait. En tout cas, en tant que chercheur. Et je pense que je peux abonder dans le sens de Marcine. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'intensité de l'aléa. Par exemple, s'agissant des garanties sur lesquelles travaille la Caisse centrale de l'assurance, donc le terrorisme, par exemple, ou les catastrophes naturelles. Là, quelque part, on a une mutualisation forte parce que derrière, le risque est potentiellement fort. Et quelque part, on arrive à se mettre d'accord sur un besoin de mutualisation qui est parfois, qui est même à l'initiative
à l'initiative du marché et qui est discuté avec le marché. La question, on se la pose plutôt justement en assurance auto, mais moins lorsque le risque peut être très, très important. Il nous reste 10 minutes. Je vous propose qu'on prenne quelques questions à l'intérieur du chat. Justement, Geoffrey, j'aurais une question pour toi. Côté CCR, est-ce que le côté un peu black box des algorithmes de machine learning est vraiment considéré comme un frein pour vous? Je pense que ça va dépendre des activités, parce que l'actuariat, c'est vaste. Mais en tout cas, je sais que l'interprétabilité des modèles de machine learning est un sujet de recherche qui bouillonne. On en parle souvent, très souvent, et parfois dans les propos, on sous-entend qu'en fait, c'est quelque chose de très limitant. Donc, en fait, juste se poser la question, à mon avis, est intéressant. Parce que souvent, on prend comme acquis que voilà, c'est une boîte noire, on ne peut pas l'utiliser. En réalité, il existe des cas où on travaille avec des boîtes noires et où ça pose pas énormément de problèmes. Et je fais ce constat-là sur les modèles 4 commerciaux qui sont considérés au moins par beaucoup comme des boîtes noires. En fait, on peut essayer d'en extraire quand même de l'information, mais il faut la compétence pour le faire et tout le monde ne l'a pas. Et donc, beaucoup de gens considèrent que ce sont des boîtes noires et sur certains aspects à juste titre. Pour autant, les logiciels CAP commerciaux sont utilisés par toute la place, que ce soit RMS, AIR, QuickCAP et d'autres. Voilà. Donc, je pense qu'il existe des domaines sur lesquels on a besoin de transparence et pour lesquels, à la limite, on bénéficie d'un bestiaire d'algorithmes de machine learning. Il faut faire des choix. Et un critère devrait être, si on en a besoin, l'interprétabilité. Voilà. Alors, je vois, il y a une question de Sébastien Farkas, qui personnellement me tient beaucoup à cœur. La question, c'est comment placeriez-vous la valeur ajoutée du machine learning relativement à la valeur ajoutée de la transformation des systèmes d'information? Parce que c'est vrai que là, on n'en a pas du tout parlé pendant cette table ronde, mais le machine learning, pour que ça marche bien, il faut un écosystème bien particulier. Et d'ailleurs, côté assureur, si on devait faire un peu une autocritique, on a peut-être des fois pris le problème à l'envers, parce que ces algorithmes qui sont quand même assez mis en avant par les boîtes de la tech, ce qu'elles ont d'abord fait, c'est quand même, elles ont construit leur écosystème, qui est, on va dire, AI-friendly, qui est assez fluide pour la gestion de la donnée, et puis par derrière, ils sont venus greffer en fait les algorithmes de machine learning qui là ont vraiment la capacité de s'exprimer, d'apporter de la valeur. Nous, dans un certain cas, on a peut-être eu, des fois, le défaut de vouloir dire, on va d'abord construire les modèles, puis on verra pour faire évoluer l'IT. On s'est aperçu que ça ne marchait pas et qu'en fait, pour faire ça presque au quotidien avec notre DSI, côté SG, révolutionner notre IT, changer notre IT, la faire évoluer pour déployer ce genre de modèle, c'est très coûteux. Du coup, la question, finalement, c'est en termes de ROI, comment est-ce que vous positionneriez ça? Alors, côté CCR, mais aussi côté AXA, par exemple. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je crois que tu as un peu... Ouais. Non, vas-y, je crois. Moi, j'ai un truc trop court à dire, très très court, c'est que tu as répondu, en fait, Marc. Il te faut de la data pour faire du ML. Donc, tu commences par avoir de la data et puis tu peux faire du ML. Donc, si tu n'as pas de data, tu ne fais pas d'ML. Donc, mais on peut se poser la question quand même à la question. Hein. Mais on peut se poser la question est-ce qu'il faut vraiment en fait que je fasse ces changements profonds? Parce qu'on sous-estime, je pense clairement, les évolutions qu'il faut faire. Parce qu'avoir un data lake, ça peut tout dire et rien dire. Avoir une vraie vision, une vraie cartographie de toutes ces données, vraiment casser les silos. Tu disais tout à l'heure, Martine, c'est pas donné à tout le monde. J'ai bien aimé cette phrase. C'est pas donné à tout le monde de mettre en prod un algorithme de deep learning. Mais justement, si on veut vraiment mettre un algorithme de deep learning avec cette notion de monitoring en continu, de réapprentissage, parce que c'est comme ça qu'il va devenir performant, c'est pas du tout comme déployer un algorithme de GLM en fait en informatique. Du coup, certains acteurs pourraient se poser la question de est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Est-ce que c'est pas trop gros pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin en fait de déployer tous ces nouveaux outils, de casser en fait ma façon de faire? La question un peu piège de fin de la table ronde. Moi, je pense que oui. À titre personnel, je pense que oui. Je pense que c'est un long chemin quand même. Il ne faut pas le sous-estimer. En fait,
Ouais, pour complémenter, en fait, je pense qu'il y a et quelqu'un l'a mis dans le chat, on parle beaucoup ici de la partie pricing, enfin premium, et parce qu'elle elle est intéressante et elle est compliquée, mais en fait, toute cette transformation digitale va beaucoup bénéficier dans l'autre partie, en fait, tout ce qui est la gestion sinistre, hein, par exemple, et c'est là quand même que les assureurs sont entendus, en tout cas, c'est que c'est sympa d'avoir une prime, mais c'est surtout sympa d'avoir ce problème résolu de manière assez efficace et assez vite. Et là, je pense que la data et l'IA aussi, enfin, peuvent apporter énormément dans la partie automatisation, etc. Donc, du coup, c'est que, voilà, enfin, je pense qu'il faut le faire. Enfin, comme tu l'as dit, je pense que c'est inévitable. Après, enfin, c'est des questions ultra complexes. On pourrait imaginer quelqu'un, un acteur, qui s'est dit, tiens, je vais diminuer ma complexité, je fais un produit unique, ultra simple, par exemple, pour pas dire un truc très compliqué, genre je fais un produit paramétrique, je ne m'embête pas avec les parties sinistres, etc. Je fais que ça, je fais un tout petit truc, et du coup, je ne fais pas trop, enfin, il y a un peu de data, mais enfin, c'est des infrastructures, c'est très simple. Donc voilà, c'est une question complexe, mais bon, a priori, pour les grands acteurs, oui, c'est un peu inévitable, hein. Alors, on arrive sur les 4 dernières minutes. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre chacun une minute un peu pour une sorte de mot de la fin. On a commencé avec une vision, alors pas pessimiste ou négative, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on s'attendait à ce que ce soit la révolution. On s'aperçoit qu'on est au milieu du gué. On s'aperçoit que finalement, tout ce qu'on pensait faire d'une manière assez simple est beaucoup plus complexe que prévu, mais quand même que ça prend un petit peu. Enfin, on a vu, il y a plein de cas d'utilisation qui sont vraiment géniaux avec le ML, puis il y a d'autres cas où c'est pas une bonne idée. Ou du moins à date. Selon vous, si on refait cette table ronde dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que finalement, c'était très, très, très compliqué, ça a évolué très, très doucement? Est-ce que ça va exploser? C'est quoi votre vision, en fait, pour les 5 ans à venir? Du coup, je ne sais pas qui va commencer, c'est ça, à chaque fois? Je commence, je me lance. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'on dirait la même chose. Et je pense qu'on aurait fait ça il y a 5 ans. Moi, je l'aurais fait la même chose. Moi, je me souviens en provisionnement, il y a quelqu'un qui a parlé de chain ladder. Il y a beaucoup d'acteurs qui font du chain ladder. Le chain ladder, on l'a quitté progressivement. Et oui, on évolue parce que on a de plus en plus de données, qu'on le veuille ou non. Et les modèles s'améliorent aussi. Donc, oui, après, on aura peut-être découvert des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Moi, mais je pense qu'on va surtout redécouvrir des vieux problèmes et essayer de les résoudre. Je n'ai pas l'impression que les histoires de révolution, j'y crois plus trop, quoi. Laurent, tu partages cet avis? Je pense qu'on a à peu près couvert ce que je voulais dire là-dessus. En fait, moi, je vois deux évolutions, pas des révolutions, comme dit Arthur. La première, ça va être sur les process. Ça, je pense qu'on est déjà en train de le voir. C'est ce que disait Martine aussi. Et ça va se faire, je pense, assez naturellement et assez facilement. Pas en tarification, mais partout ailleurs, dans le service aux clients, dans la gestion des sinistres, etc. Et puis, il y a un autre point qui est peut-être plus un espoir que quelque chose qui va se réaliser très rapidement, c'est se servir de tous ces modèles, de toute cette capacité en prévention. Et notamment en prévention dans tout ce qui est climat, parce que ça va être quand même un gros sujet pour les décennies à venir. Et là, ce n'est pas dans la relation assureur-assuré que ça va se faire, c'est quelque chose de plus large. Il va falloir mobiliser d'autres ressources, les pouvoirs publics, etc. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus compliqué, mais bon, on peut espérer. Geoffrey? Ouais. Donc, moi, je rejoins le propos de Laurence. Et également celui d'Arthur, quand il dit que voilà, dans 5 ans, il n'y aura pas forcément une révolution entre-temps. On peut peut-être penser qu'on a payé quelque part un coup d'entrée, tous, dans ce sujet. On s'est formé, on a acquis une culture de la donnée, on a recruté des profils plus basés sur l'aspect software, par exemple. Voilà, donc peut-être qu'on peut envisager une montée en puissance, mais peut-être pas sur des nouveaux sujets, mais plutôt achever des chantiers en cours, utilisant du machine learning pour les faire passer en production. Mais 5 ans, c'est court quand on regarde derrière nous. 5 ans avant, on regarde la cinétique un peu de cela, on se dit qu'effectivement, il n'y aura pas forcément dans 5 ans une révolution. Alors, 5 ans, c'est court. Maintenant, je regarde tout le chemin qu'on a parcouru en 2020-2021.
à cause ou grâce à la pandémie, on s'aperçoit qu'on a quand même eu une accélération très forte de la digitalisation. Hein, les chiffres presque de place, c'est en gros, en un an, on a fait 5 ans d'avancée sur la digitalisation. Donc, j'ai l'impression qu'on a des fois des phases d'accélération assez brutales, puis après des phases de refroidissement. Je suis totalement d'accord avec votre position. Moi, je compléterais peut-être en disant, je pense qu'il y a des éléments de base, de couches, vraiment tout en bas, en fait, qu'on n'a pas encore totalement fini de travailler, de solidifier, qui ne sont pas forcément les éléments les plus sexy, mais qui sont des éléments nécessaires pour vraiment travailler sur le machine learning. Vraiment, la gestion de la donnée, mais même pas de modèle, hein, son pipeline de données, son flux de données, tant qu'on n'a pas quelque chose qui est vraiment propre, ça ne sert à rien de vouloir sortir des choses extrêmement compliquées. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Et je suis assez optimiste. Le jour où ça sera mis en place, je pense que d'un seul coup, tout coulissera un peu plus. Et donc, je pense qu'on va vraiment utiliser de plus en plus le machine learning dans les années à venir. Je vois que le temps est fini. J'ai été ravi de Moi, j'ai dit mon Martine. mot de la fin, moi. Moi, j'ai dit moi, ce que j'espère, c'est que dans 5 ans, j'aurai pas à dire, même si j'ai trouvé génial ce panel, que le ML, c'est top, mais pas utilisé, pas forcément là où il faut. Peut-être, je dirais, Quantum est top, pas forcément utilisé là où il faut. Voilà, c'est ça que j'aurais dit dans 5 ans. C'est ce que je dirais dans 5 ans. D'accord. Ah, ça fait un peu quoi ce qu'il disait Arthur. C'est une évolution. En tout cas, merci à vous quatre. C'était passionnant de discuter de ces différents sujets. Merci aux 224 personnes qui sont connectées, qui ont discuté avec vous. Je pense que dans le chat, on a dû balayer une bonne partie des questions. Je sais qu'on ne les a pas toutes prises, hein, mais c'est un peu compliqué. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, et je vous dis à tous à bientôt.